Bonjour, nous abordons donc aujourd'hui l'avant-dernière leçon, qui sera la dernière leçon consacrée au texte lui-même. La 13e leçon sera une conclusion générale avec ce que nous aurons pu tirer de cette lecture. Nous avons donc vu à la leçon précédente s'accentuer les nuances surnaturelles et bouddhiques de la narration de Saikaku. La façon dont il a ajouté insensiblement au long des pages une coloration bouddhique, et coloration dans les deux sens, mais au sens propre aussi, puisqu'il y a, vous avez vu ces habiles allusions à la couleur pourpre, n'est-ce pas, Murasaki, qui apparaît de loin en loin, de même les 5 couleurs que nous allons revoir aujourd'hui. Enfin, tout cela a été préparé par des sortes de petites balises au long du texte, et pour préparer le lecteur aussi, et de même les allusions bouddhiques innombrables du texte, dont on pourrait certes soutenir qu'elles sont inévitables dans la littérature japonaise non marquée comme confucianiste, n'est-ce pas? Tant il est vrai que, comme nous l'avons dit, la doctrine bouddhique est en quelque sorte le mode de pensée par défaut des lettrés japonais lorsqu'ils ne se rattachent pas explicitement à un autre système doctrinal. C'est un problème que j'espère avoir l'occasion d'aborder dans une prochaine année à propos du vocabulaire philosophique japonais moderne. Saikaku n'échappe pas à la règle, donc. Et nous avons vu de surcroît qu'il avait pris lui-même l'état religieux Hottai à la mort de sa femme, ce qui nous autorise à chercher dans ces allusions multiples davantage que de simples facilités d'expression, mais aussi un reflet de la complexité de sa propre pensée à ce sujet. Cela est encore plus vrai dans ce grand miroir des galanteries, donc, où ces allusions sont constantes, répétées parfois sous les mêmes termes, et surtout ont une direction précise, qui est celle de la scène finale de ce dernier livre que nous verrons aujourd'hui. Mais le premier chapitre du même livre, de ce livre 8, donc, annonce très franchement la couleur et vient conforter ce que nous disons et répétons depuis le début. Il est vrai qu'il ne faut pas être grand clerc pour le remarquer. Saikaku, plus que dans les autres romans sur l'amour sensuel, c'est Koshokumono, insiste en ce livre sur le caractère inéluctable et fatal du lien causal, du lien karmique, en en sino-japonais, yukari en japonais explicite, en lecture explicite, n'est-ce pas, explicatif plutôt, et puis il y a encore beaucoup de synonymes que nous avons vus dans les toutes premières leçons. Donc ce lien qui lie les êtres les uns aux autres au-delà de la mort et des renaissances. Je vous ai peut-être fait allusion d'ailleurs j'ai peut-être fait allusion à la vivacité encore de cette conception dans des expressions japonaises comme kusareen, n'est-ce pas? Kusareen qui décrit les relations amoureuses qui ne peuvent pas se rompre d'une façon ou d'une autre, ce qui veut dire littéralement les liens pourris en japonais, mais c'est la dérivation d'un mot plus ancien, kusari-en. Enfin, c'est comme ça qu'on l'explique, n'est-ce pas? Les liens qui constituent des chaînes, n'est-ce pas, qui vous enchaînent. Donc, kusareen, lien pourri, ou kusarien, lien enchaînant. Donc, ce sont des choses tout à fait encore constantes qui étaient jusqu'à quelques dizaines d'années constantes dans la langue même japonaise. Alors, cela apparaît dès le début du roman, mais nous sommes malgré tout surpris du caractère direct du titre donné au premier chapitre de ce dernier livre, titre qui détonne bien sûr dans un livre rédigé sous le titre alterné de Koshoku, n'est-ce pas, Koshokumono, donc l'amour de la volupté, l'érotomanie même, ou bien Shoen, les galanteries. Il n'est pas facile de le traduire, ce titre. Je vous le donne ici, n'est-ce pas? Nagare wa nani no ingakyo. Il n'est pas facile de traduire, puisque, selon sa pratique forgée à la composition des haikai, Saikaku imbrique les syntagmes les uns dans les autres, et ne devient guère possible de les transposer de façon satisfaisante. Risquons-nous malgré tout à tenter à un sutra des causes et des effets à tomber dans le torrent? Ce qui répond en quelque sorte à la question de la première partie de la phrase, qui revient à dire « Comment en suis-je arrivé là ?» au féminin peut-être, à cette vie liquide, sans attache, comme l'eau du torrent, nagare, n'est-ce pas? Je ne reviens pas sur cette image, qui est à peu près universelle, mais en japonais, vous savez que c'est particulièrement universel, puisque c'est dans des premières phrases de textes importants. La réponse, donc, toujours dans la même phrase, étant qu'il suffit de se remémorer le sutra des causes et des effets. Ingakyo, vous voyez le jeu de mots,
Inga, les causes et conditions. Donc, quelles sont les raisons pour lesquelles, quelles sont les raisons, les circonstances, les raisons, les causes et les effets des circonstances qui ont fait que je me suis retrouvé plongé dans le torrent de la vie. Et puis, avec le dernier caractère, Kyo, qui est le sutra bouddhique, ça devient donc le titre de Inga Kyo, le sutra des causes et des effets, ou le sutra des causes et des fruits, n'est-ce pas, pour le comprendre. Ce livre canonique est bien connu, mais ici, il faut bien voir que c'est seul le titre de sutra qui a un rapport direct avec l'idée générale indiquée, puisque le texte canonique dont il est question, dont je vous donne le titre complet au deuxième paragraphe, c'est Kako Genzai Ingakyo, littéralement le sutra des causes passées et des effets présents, qui fut traduit du sanskrit en chinois vers 450 par Buddhabhadra, mais enfin ça nous intéresse, mais ça ne nous intéresse pas ici spécialement. Excusez-moi. C'est Guptabhadra, n'est-ce pas? Il s'agit en réalité d'une vie il s'agit en réalité donc pas tout à fait ce que laisse entendre la façon dont Saikaku l'utilise. Il s'agit en réalité d'une vie du Bouddha Shakyamuni, ou plutôt d'une narration de ses vies antérieures. Et c'est d'une narration de ses vies antérieures et de son ultime existence, donc Shakyamuni Butsu, Shakabutsu, n'est-ce pas, le Bouddha historique qui fonde la doctrine, ce qui est donc très différent des traditions amidistes qui sont des Bouddhas qui n'ont d'existence que métaphysique en quelque sorte. Donc c'est depuis l'époque où il entra dans la voie jusqu'à son entrée en nirvana, n'est-ce pas? Et enfin, bon, ce n'est qu'une digression oiseuse, mais il ne faut pas le confondre avec un sutra qui a à peu près le même titre, mais qui est Zen-Haku Ingakyo, n'est-ce pas, le sutra des causes et des effets bons et mauvais, qui est un texte ancien aussi, mais découvert à l'époque tardive à Tunrang et qui n'a pas joué de rôle, semble-t-il, dans le bouddhisme japonais. Donc ce Ingakyo, ce sutra des causes et des effets, est l'une des principales sources de la première partie du Konjaku Monogatari Shu, n'est-ce pas, cette grande somme narrative bouddhique de l'époque de Heian, et qui commence justement par une vie du Bouddha qui est largement tirée de ce sutra. Donc nous ne tomberons pas dans la facilité qui consisterait à voir dans l'évocation de ce titre de sutra l'aveu discret de Saikaku d'un quelconque statut religieux occulte de son roman. Mais le sens figuré, pourrions-nous dire, de cette intrusion canonique est évident. La vie des protagonistes du roman de Saikaku, les pensionnaires du Kuroha, du quartier des plaisirs, n'est que l'illustration de la doctrine bouddhique des causes et de leurs effets. En ce cas, nous pourrions penser qu'en toute vraisemblance, Saikaku ne se référait qu'au titre du sutra. La vie des courtisanes illustrait l'enchaînement des causes et des effets menant à leurs conditions pitoyables, et donc qu'il faisait abstraction du contenu même du texte canonique, qui est la vie du Bouddha, et ce qui n'est pas rien. Cependant, si l'on considère la scène finale du roman, que nous allons voir tout à l'heure, il ne serait pas si téméraire que cela de reconnaître que c'est bien ce que Saikaku avait en tête, une sorte de vie du Bouddha déphasé, décalé, déjanté, si vous voulez. Il s'agit bel et bien d'une marche à l'éveil des protagonistes. Et cette multiplicité de scénettes, dont nous avons souligné le caractère fragmentaire, était en fait une réalité, puisqu'il faut prendre aussi ce qui précède, n'est-ce pas, était en fait, en réalité, soutenue par une unité cachée essentielle, à savoir qu'elles étaient comme les étapes des vies antérieures de ces courtisanes qui marchaient vers l'éveil, un peu comme donc ce qu'on appelle le paragraphe 4, les honjo, les vies primitives, si vous voulez, par lesquelles le Bouddha est passé
lorsqu'il était encore adolescent et qu'il a pensé à entrer dans la voie jusqu'à son entrée au nirvana. Donc c'est l'ensemble de tout cela qui serait constitué dans ces fragments, dans ces histoires fragmentées qu'accumule Saikaku un peu en désordre dans ce livre. Et n'oubliez pas, je vous l'ai dit lors des premières leçons, ces relations, ces narrations, donc innen, c'est le même mot que l'enchaînement causal. Et ça a un titre assez précis dans la littérature bouddhique, ce sont les histoires justement qui justifient une doctrine. Et ce sont les étapes antérieures de tel ou tel personnage dont la vie va expliquer tel dogme, n'est-ce pas? Donc c'est une courtisane qui marchait vers l'éveil, ou de moins vers le terme avidement souhaité de tout croyant en la terre pure, la bonne renaissance dans cet endroit ultime qu'est la terre pure du Bouddha Amida. C'est donc quasiment le nirvana. Je ne reviens pas là-dessus. Que faut-il alors penser de ce geste littéraire on ne peut plus symbolique? Si nous le prenons au pied de la lettre, apparente solution de facilité, nous sommes conduits à penser par l'adéquation entre ce titre et ce que nous pouvons comprendre de ce roman que Saikaku a voulu bel et bien en faire un sutra de bas étage, déjanté si j'ose dire, expliquant l'état du monde de l'endurance, vous savez, ce monde du désir, donc le yokkai, n'est-ce pas, la demeure en feu, le kataku, qui est la parabole du sutra du lotus dont nous avons vu que Saikaku l'applique explicitement à l'état des courtisanes. C'est peut-être possible, bien évidemment, il faut le confesser, cela ressemble étrangement à l'interprétation que nous avons donnée du Genji Monogatari, n'est-ce pas? Mais avec beaucoup plus d'arguments pour étayer ça. Le Genji Monogatari se comporte comme un sutra du monde phénoménal. Mais ça serait évidemment abuser d'un esprit de système et qui, de plus, le risque de ne rien expliquer du tout. Il est difficile de souligner, encore, je reviendrai à ma conclusion là-dessus, n'est-ce pas, mais pour juste quelques indications en ce moment, pour l'instant, il est difficile de souligner encore à quel point Saikaku se situe consciemment dans la lignée du Genji en essayant ce genre d'essai de sutra parallèle. Mais en tout cas, il constitue bien un maillon qui relie le roman du Genji à la célèbre parodie dont nous avons déjà parlé, le Genji rustique, n'est-ce pas, le Nisei Murasaki Inaka Genji, qui est bien plus tardif, puisque l'auteur qui est Ryutei Tanehiko est mort en 1842 et que cette série de textes qui a été faite en plusieurs parties couvre le début du XIXe siècle. Mais justement, ça montre bien que cette idée de cadre constamment renouvelé, mais dans une dynamique narrative qui rappelle les textes bouddhiques, et qui est éminemment propice à une démonstration morale et satirique, va se continuer dans de façon assez symbolique dans ce texte qui marque quasiment la fin de la culture classique japonaise avant la modernité apportée par l'époque d'Edo. Nous pourrions faire une sorte d'histoire de la réception du Genji. Ça a déjà été fait, esquissé par plusieurs personnes, mais cette série est particulièrement intéressante. Donc, si nous condescendons donc à prendre, non pas au sérieux, mais dans toute sa portée ironique, ce qui est très important, le sens d'un sutra des causes et effets ainsi plaqué par l'auteur dans le titre, nous devons considérer qu'il s'applique bel et bien à l'ensemble du livre et que le contenu même de ce premier chapitre du livre 8 constitue la première étape d'un enseignement bouddhique décalé, encore une fois, d'un sutra qui mènera à la révélation du salut. Et il faut bien reconnaître que de façon assez étonnante, voire étrange, c'est bien ce que nous avons. Certes, ce n'est qu'esquissé ici, mais l'itinéraire est assez facilement discernable entre le premier et le dernier chapitre de ce livre 8,
qui résume en quelque sorte l'idée de tout le roman. C'est un itinéraire qui va, nous le verrons, des enfers bouddhiques au paradis bouddhique. C'est très concrètement, je vais le montrer, vous le verrez par les illustrations d'ailleurs. Remarquons que ce chapitre commence par une sorte de prologue qui se présente effectivement comme une sorte de prologue de sutra décalé, et sous le signe de la transmission de la loi au Japon. Alors je vais d'abord vous donner les noms de celui à qui il est fait allusion ici. C'est le moine chinois Ingen, n'est-ce pas, Yin Yuan, Longqi, Ryuki, dont je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants, qui a été aussi le fondateur du Mampukuji et de l'école bouddhique Obakushu. Alors, donc, voici le premier paragraphe de ce texte que je vous donne ici grâce à mon assistant Arthur de France. Que l'on n'aille pas en ce vaste monde s'inquiéter de sa subsistance. Naguère, le vieux moine Ingen, donc c'est ce moine chinois qui avait en quelque sorte fui les désordres de la Chine continentale. Vous savez, c'était le moment où la dynastie Manchu donc, asseyait son pouvoir, et invité par un moine japonais du temple de Nagasaki qui répondait aussi aux besoins des marchands chinois de Nagasaki, était venu au Japon, et puis il a eu une carrière très brillante, n'est-ce pas? Il est allé il est monté à Edo, n'est-ce pas, la capitale shogunale, en 1658, et surtout en 1663, il fonde le Mampukuji, donc ce monastère le Mampukuji, qui est non loin de Kyoto, et qui sera le centre de l'école bouddhique zen Obakushu, qui vient de Chine, donc un développement récent de l'école Chan, de l'école zen bouddhique chinoise qu'on appelle Rinzai au Japon. Et je veux souligner ici, sans trop m'y attarder, que cette transmission, cette dernière transmission du zen chinois au Japon constitue aussi la dernière vague de signisation, si vous voulez, de prononciation du chinois bouddhique qui aura une petite tradition quand même, qui installera une petite tradition très originale. Donc ce moine Ingen, que l'on n'aille pas en ce vaste monde s'inquiéter de sa subsistance. Naguère, le vieux moine Ingen, Yin Yuan, donc, venu de sa lointaine contrée avec son bâton pour toute richesse, se fit colporteur après sa traversée, Fudi-Udi, n'est-ce pas? Et en peu d'années, la loi bouddhique prospéra. Un tel succès s'explique tout naturellement par les mérites qu'il s'était acquis. Cependant, alors une fois encore ici, l'ironie de Saikaku, vous voyez, il ne peut pas faire trois phrases sans tomber dans une ironie mordante qui est toujours à base financière, économique. Cependant, il ne comprit jamais l'art de dépenser or et argent, et de toute sa vie ne connut pas la moindre aventure digne d'intérêt. Issho omoshiroi meni mo aitamawazu. Nul ne saurait dire ce qu'il advint de lui après qu'il eut quitté ce monde terrestre, Gosenge Donoshi, ce qui nous autorise à répéter que tout n'est que songe, n'est-ce pas? Kokomote yumeto wa mo sunari. Il est évidemment curieux de voir ici Saikaku faire semblant de considérer que la transmission de la loi bouddhique au Japon s'est opérée avec Ingen. C'est ce que signifierait cependant ce passage si on décidait de le lire pour ce qu'il est, c'est-à-dire venant immédiatement après le titre du sutra Ingakyo, le titre du sutra donc qui est Ingakyo. Il relie en tout cas Ingen au renouveau du bouddhisme. Mais que signifie la curieuse remarque sur sa venue au Japon comme colporteur, Fudi-Udi, ce qu'on appelle aussi Fudei-Udi? Faut-il considérer que sa marchandise était le bouddhisme? C'est bien ce que laisse entendre Saikaku en faisant allusion à la fortune qu'il a amassée grâce à ses mérites. Et pour ensuite lui reprocher de ne pas avoir profité de cet argent en le dépensant de façon intéressante, n'est-ce pas, omoshiroi, mais c'est-à-dire au quartier des plaisirs. Ce prologue hybride, donc, mi-pieux, mi-satirique, qui constitue le premier paragraphe ici, nous mène au récit qui va constituer l'axe du chapitre, malgré ses nombreuses digressions.
Nous sommes au Kudowa de Otsu. Rappelons que toutes les grandes villes japonaises, même les villes un peu importantes, avaient des quartiers des plaisirs, n'est-ce pas? Il y avait les trois grands, donc de Kyoto, Osaka et Edo, bien sûr, mais vous en avez d'autres. Vous avez ici celui de Otsu, qui est pas très loin de Kyoto, sur le lac Biwa, c'est un endroit magnifique. Et nous avons déjà parlé du Kudowa de Sendai, n'est-ce pas aussi? Donc, alors nous sommes donc au Kudowa de Otsu, sur le lac Biwa, où une courtisane est affligée de ce qu'on appellerait maintenant d'un TOC, n'est-ce pas? C'est-à-dire d'un tic compulsif, très embarrassant, consistant à imiter avec sa bouche le bruit d'un fusil, ce qui déroutait ses clients et inquiétait le tenancier, on comprend bien. Il faut donc faire quelque chose. Mais lisons le texte, c'est le deuxième paragraphe de cette page. À cette époque, vivait dans le voisinage du Sekidera, donc dans la province de Omi, la province où se trouve la ville de Otsu, non loin de la célèbre passe des rencontres, Osaka no Seki, qui est une passe sur une colline qui est quand même très, très modérée, qui est l'objet d'innombrables poèmes d'amour, n'est-ce pas? Alors se trouvait un vénérable lignivore, c'est-à-dire un mangeur de bois, n'est-ce pas? Mokujiki, c'est-à-dire un mangeur de bois au sens large, disons que c'est quelqu'un qui ne se nourrit que de végétaux. Un vegan avant la lettre. Et donc le saint homme était doué du pouvoir de vision divine, Tengensu. Ce n'est pas n'importe quel pouvoir, c'est quelque chose qui est le propre de Bouddha ou de Bodhisattva, n'est-ce pas? Qui lui permettait de déchiffrer les physionomies, Ninso wo Mitamao, les visages des gens. Vous avez vu que nous avions vu la dernière fois un Zato, n'est-ce pas, qui était doué de quelque chose d'analogue. Le patron, qui songeait que l'état de la fille pouvait s'expliquer par des causes et effets antérieurs, il reprend encore le terme de Inga, vous voyez, se rendit à son ermitage, à l'ermitage de ce devin bouddhique, et de ce Soan, n'est-ce pas, Kusano Iori, accompagné d'un cortège de courtisanes. Donc nous avons ici le rappel explicite du mot Inga du titre, qui confirme la ligne axiale de la narration. Et le vénérable, muni de pouvoirs extraordinaires, qui sont en général donc l'apanage des bodhisattvas ou de très grands religieux, ne manque pas à sa réputation. Je cite, « Avisant la fille, il s'en quitte sa situation, et après avoir réfléchi quelque temps, lui fit cette révélation. Tu fus, en ta vie antérieure, chasseur au Kagamiyama, le mont du miroir, qui est aussi en Omi, n'est-ce pas? La rétribution que tu méritais pour avoir ôté la vie d'innombrables créatures se réalise à présent. Mini alawasu se réalise dans ton corps et dans ta condition. » Cette explication lumineuse, on se demande où il a été chercher cela, est parfaitement satisfaisante, enthousiasme les auditeurs qui en réclament davantage. C'est d'ailleurs pourquoi les courtisanes sont venues en cohorte. Et je continue ici, n'est-ce pas? L'autre, la courtisane d'admiration, c'est le tenancier qui parle ici. L'autre d'admiration eut les larmes aux yeux. En vérité, c'est la courtisane, excusez-moi. Eut les larmes aux yeux. En vérité, telle est bien notre humaine condition, à nous qui ne savons pas de quoi demain sera fait. Ces courtisanes que vous voyez devant vous, mes consoeurs, ont toutes à se plaindre d'un désagrément mineur, shonan. Pendant que vous y êtes, vous pourriez peut-être nous renseigner là-dessus. Cela pourrait être utile pour leur future renaissance. Gosei no Tane. Suit alors une série d'explications du même acabit, des défauts mineurs de chacune, en une liste qui ne peut que provoquer le rire des lecteurs. Je passe dessus parce que c'est assez long et c'est amusant. Enfin, c'est amusant quand on est bon public, mais et puis certaines sont peut-être répréhensibles. Et le vénérable lignivore finit sur une conclusion morale. Toutes les ravageuses, c'est ainsi que je traduis le mot seikei, n'est-ce pas? Seikei, pardon, le mot keisei, le mot keisei qui est encore actuellement le mot pour
courtisane, voire prostituée, et qui, comme vous le savez, vient d'un poème chinois très, très célèbre, et qui signifie justement celle qui renverse les murailles. C'est pour ça que je traduis par ravageuse. Donc toutes les ravageuses, les keisei, sont ainsi des preuves manifestes des causes et effets du passé. Kako no ingao arawaseri. Vous voyez que nous trouvons ici encore une répétition partielle du titre complet du sutra. Kako Genzai Ingakyo. Vous voyez, Kako no Inga, c'est Kako Genzai Ingakyo. Ce qui montre bien quand même l'idée de Saikaku qui est derrière aussi, n'est-ce pas? Et le moine de préciser que ces courtisanes ne diffèrent en rien d'honnêtes commerçants qui se doivent de complaire à leurs clients. Il n'y a pas à les taxer d'hypocrisie, même si elles ont des défauts mineurs qu'ils essayent de cacher. Il y a des jours où elles peuvent verser spontanément des larmes sincères, dit-il, et éviter de dire des mensonges, ce qui provient de leur honnêteté foncière, moto shojiki nari. Mais la dissimulation, le itsuwadi, est un art nécessaire à toutes pour se tirer d'affaire, yo wataru waza. Bon, c'est aussi le propre des commerçants, sous-entend-il. Alors, on ne naît pas ermite, on le devient. Et le saint homme, lui aussi, en est précisément à aborder une autre étape de sa vie. Imakoso konominare, n'est-ce pas? Voici ce qu'il dit. Moi-même, tel que vous me voyez à présent, je fus jusqu'à l'âge de 45 ans tourmenté par l'amour, koi ni semerare. Englouti par ma passion, l'excès de chagrin m'a mené à cet état. Il se trouve justement que l'automne approche, le temps de prier pour l'âme des défunts, et j'aspire aussi à découvrir des provinces que je ne connais pas encore. J'ai l'intention de me rendre de ce pas au Tateyama Detsu, les monts dressés. Cet endroit du nord-ouest, n'est-ce pas, le Hokuriku, qui est au pied de monts culminant à 2800 mètres, est un lieu de pratique des solitaires bouddhiques depuis très longue date, avec des vallées, une vallée en particulier réputée être l'entrée des enfers, Jigokudani, la vallée des enfers, en raison des sources d'eau chaude qui en font encore maintenant un site touristique connu. C'est donc là que se rend, qui a quelques ennuis en ce moment. C'est donc là que se rend notre saint homme, et ce qu'il y découvrit fut véritablement une vision infernale. Voilà. Donc, arrivé après bien des jours au pied de la montagne sainte, il n'y trouva que la vague lumière des feux de raccompagnement des morts, okuribi, n'est-ce pas, après que l'on fait pour la fête, pour la fête des morts, et le vent dans les pins. Des replis d'un vallon désolé, il entendit des pleurs déchirants de femmes, et c'est ici que commence une scène infernale. Écartant de la Manche les herbes sauvages, il alla voir. Devant lui apparurent les scènes de double suicide, les shinju, au cours desquels les amants des diverses provinces s'étaient donné la mort, les hommes par le sabre court, les femmes par le rasoir. Il aperçoit dans ces scènes dantesques qu'il va brièvement décrire des courtisanes de sa connaissance, telle une certaine pluie des nuages étaillir de son état. D'autres lui étaient inconnus. L'expérience est assez brève. Voilà. L'expérience est assez brève et ça conclut ainsi. C'était pour sûr une effrayante expérience. Osoroshiki Kotokana. 1 heure durant, le sang jaillit. Hanji, c'est une demi-heure, mais ce sont les heures de japonaises diurnes, donc qui font 2 heures, n'est-ce pas? Donc ça fait à peu près 1 heure. Le sang jaillit. Les 1000 plantes d'automne en étaient éclaboussées. Mais quand l'aube vint, il ne restait pas la moindre trace. Et Saikaku, étant Saikaku, après cette effrayante plongée dans les manifestations des plus horribles de la passion humaine, en tire une leçon d'une froide rationalité économique. Pourtant, si l'on réfléchit bien, yoku fumbetsu suru ni, sur ces morts romantiques, enfin je traduis comme ça, homoizini, n'est-ce pas, ces morts d'amour, des morts par trop plein de pensées amoureuses, il apparaît qu'elles ne relèvent ni du devoir ni de la passion. Elles sont toutes dues à la gêne, fujiyu yori,
à une condition instable, mujo ni motozuki, à l'incapacité de prendre une décision, zehi no sashizume, n'est-ce pas? J'en veux plus pour preuve qu'elles sont sans exception l'œuvre de filles de bas étage, hashijoro no shiwazanari, et que pour les hommes, ceux qui ont quelque renom, nadai no mono, même si leurs amours viennent à se flétrir, ils n'y ont jamais recours. Ce ne sont donc pas les grands sentiments, mais la gêne matérielle qui entraîne ces malheureuses. Et les hommes, d'ailleurs, s'en sortent le plus souvent indemnes. Enfin, la dernière phrase, fort peu conforme à ce que l'on attendrait d'un sutra, et même pour Saikaku, si j'ose dire, c'est assez raide. Il est fort étonnant, malgré tout, que Puits des nuages, c'est pour ça que j'ai donné son nom, Kumoi, n'est-ce pas, qui était du grade des taïrs, du statut des taïrs, elle était taïyu, donc la plus haute, l'état le plus haut auquel on puisse aspirer dans ce monde des plaisirs, elle pu choisir une fin si misérable. Mais pour le reste, comme dit le proverbe, on ne perd pas d'argent sur ce qui ne coûte pas cher, ce qui est vraiment horrible aussi. Yasumono wa zen ushinai, n'est-ce pas? Tomosunadi. C'est-à-dire, en réalité, ça veut dire que on perd de l'argent à acheter quelque chose de bon marché. Est-ce de sa part un cynisme forcé, cachant une indignation dont tout ce qui précède laisse deviner l'état? Il est en tout cas nullement forcé de voir qui précède laisse deviner l'intensité, n'est-ce pas? Il est vraiment indigné. Mais il est en tout cas nullement forcé de voir dans cet épisode la première étape d'un voyage aux enfers, tout à fait adapté à un sutra qui s'intitulerait Des causes et des effets, puisque cela concerne avant tout les 6 voies. Et vous voyez l'illustration qui en est faite, où on voit cette espèce de vallée infernale qui est comme un paysage des enfers, comme un jigoku meguri, n'est-ce pas, une tournée des enfers, lorsque la personne va dans l'autre monde et découvre les punitions qui attendent celui qui est le pécheur, n'est-ce pas. Donc, c'est tout à fait conforme à l'idée de Ingakyo, de Sutra de cause et des effets. La grande différence avec les images infernales, les jigokue traditionnelles, étant qu'ici, il n'y a nulle trace de ces démons, les oni, n'est-ce pas, auxquels, on s'en souvient, se vouait la belle ermite Samon Hoshi en retombant dans les bras de son amant. Oni no monozo, je vais devenir la proie des démons infernaux. Ici, les démons, ce sont les protagonismes eux-mêmes, n'est-ce pas, les protagonismes de ces homoïgini, de ces morts d'amour, qui sont leurs propres bourreaux. Et la leçon est claire et illustre ce point fondamental de la doctrine qui préside aux multiformes évolutions des liens causaux, l'acte, n'est-ce pas, le karma, l'acte dont on est responsable est un fardeau non transférable, dont seul l'auteur doit supporter les conséquences inéluctables. Le vent de l'acte, comme dit l'expression, go-fu, n'est-ce pas, go no kaze, emporte tout et on ne peut rien faire contre lui. Vous ne pourrez jamais, en principe, c'est le début de la doctrine bouddhique. Après, bien sûr, il y a toutes sortes d'intermédiaires que l'on a trouvés pour essayer de dévier cette doctrine implacable, mais elle est là quand même. Il aurait été présomptueux de penser trouver dans la suite de ce premier chapitre une série graduée de descriptions des états intermédiaires avant la scène finale. Au contraire, même Saikaku, dans les chapitres 2 et 3, va se faire fort de rester dans le périmètre privilégié de ses observations, la splendide prison du Kudoa, de l'Hirosato, du quartier des plaisirs, car c'est là qu'est l'action, c'est-à-dire l'acte, go, n'est-ce pas, de par sa nature même. Le chapitre 2, par exemple, intitulé Le memento jaillit de la Manche, Tamoto ni Amaru Oboegaki, sur lequel nous ne pouvons nous étendre, va cependant nous donner de précieux détails sur la vision qu'a l'auteur, à travers ses personnages, de cette capitale du plaisir, de Hiro no Miyako, que l'on voudrait montrer aussi aux Coréens, Chosenjin Nimo Misetashi,
dit-il en faisant allusion au grand événement historique qui était la venue de la mission diplomatique coréenne, comme le Chosen Shisetsu, Chosen Tsushinshi, qui débarquait à Nagasaki et qui se rendait par voie terrestre jusqu'à Edo, n'est-ce pas? Et la plus récente était celle de 1682, donc très proche de ce livre qui est daté de 1688, n'est-ce pas? Donc très peu d'années auparavant, et qui devait être encore dans toutes les mémoires. Alors, on pourrait penser de ce qu'on pourrait appeler la géolocalisation exacte du Shimabara va donc être faite de façon fort scientifique dans ce chapitre par le petit cercle habituel de nos sœurs. C'est ce que je vous donne ici. C'est assez amusant, c'est pour ça que je vous le donne, pour montrer aussi cette pré-modernité de Saikaku qui est quand même à une époque où le Japon s'ouvre lentement à l'extérieur. C'est ici que se devait de demeurer un ami de la volupté. Vous voyez que ici c'est Iro Sukushito qui a inversé, cela fait Koshoku, n'est-ce pas, ce qui est l'arrière-plan général de ce livre. C'est ici que se devait de demeurer un ami de la volupté, pensaient les élégants, les maremono, qui s'étaient réunis dans le salon d'une de ces maisons, tandis que chacun, à tour de rôle, exposait son idée sur la façon dont il convenait de mener l'exploration des plaisirs. Vous voyez, Yusan Zensaku, des quartiers des plaisirs. Et vous voyez que le mot Sensaku qui est donné ici, hein, c'est le premier mot de la deuxième ligne qui est donné ici en caractère syllabaire japonais et pas avec les caractères chinois, qui peut s'écrire de deux façons, mais qui indique bien l'intention d'auteur, cette fois de Saikaku. Il s'agit d'une véritable exploration de la montagne des plaisirs, en même temps que de ses renforcements moraux, au sens le plus large de description des mœurs qui est derrière. Un gaillard particulièrement déluré sortit alors une boussole, Hogakumi, n'est-ce pas? Hogakumi, qui est donc littéralement un montreur de direction, qu'on appelle aussi Jishaku, tout simplement pierre magnétique, pierre aimantée, qui existe depuis toujours, mais qui est connu depuis longtemps en Chine, bien sûr, mais le fait qu'elle soit de poche ici indique que c'est certainement une innovation. Et proposa, nous prendrons la direction indiquée par la pointe, Hadi. Donc, on décide donc de se livrer à une enquête systématique, car c'est la curiosité qui mène ces esprits raffinés et désœuvrés. Mais un phénomène physique inattendu se produit. Chose extraordinaire, ils sont à Kyoto, je crois que c'est indiqué quelque part, ils sont à Shijo, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire l'avenue qui est à peu près, vous savez, admettons, parce qu'il est fait allusion à Guillon à un moment, je crois me rappeler qu'il est fait allusion à lui. Donc, ils sont autour de Shijo Kawaramachi, pour ceux qui connaissent Kyoto, qui est vraiment donc le centre de Kyoto. Et rappelons que le Shimabara, le quartier des plaisirs, est à l'ouest de Kyoto. Donc, chose extraordinaire, l'aiguille qui aurait dû fixer le nord dévia à plusieurs reprises vers l'ouest, ce qui fit dire à Yosaemon le biberonneur, en plein ouest d'ici se trouve le mont magnétique de la capitale, Jishakusen, qui est un terme bien connu de la narration, des narrations bouddhiques et chinoises. Et alors, je reviens là-dessus dans un instant. En plein ouest d'ici se trouve le mont magnétique de la capitale, ce quartier qui aspire l'or et l'argent. Une vraie remorqueuse, Kifune, vous vous souvenez, les entraîneuses, puisque la phrase maritime couvre toute la phrase, les remorqueuses sont les jeunes courtisanes attachées aux courtisanes de plus haut grade, n'est-ce pas? Et on les appelle remorqueuses, kifune, et que je traduis aussi par entraîneuses, parce qu'elles amènent le client en passant par la hialité, la duègne, ou l'entremetteuse, elles font se rencontrer les couples. Donc une vraie remorqueuse sait reconnaître le temps propice, et c'est le bon moment. Embarquons-nous. Ils se mirent en route, livrés au vent de la lande.
Alors, en réalité, cette histoire de Jishakusen, qui est assez complexe, mais j'ai l'impression que c'est le point d'aboutissement japonais de ce célèbre topos de la littérature narrative eurasiatique, n'est-ce pas, et surtout dans les 1001 nuits, n'est-ce pas, la montagne magnétique. Donc, je ne sais pas exactement comment c'est arrivé jusqu'au Japon, mais on en a là, en tout cas, un clair reflet. Donc l'ouest est ici la direction du Shimabara, qui attire irrésistiblement tous les métaux, et tout spécialement les métaux fiduciaires, or et argent. La boussole ne s'y trompe pas. La petite bande non plus, qui se dirige donc joyeusement vers le centre de toutes les préoccupations humaines, le plaisir et l'argent. Et Saikaku ne peut s'empêcher de rajouter une remarque qui remet la narration dans la dimension parodique de l'univers bouddhique. Vous voyez, il dit, nous sommes... C'est une petite... oui, voilà, oui, excusez-moi. Donc, Shishu no Minami, Shitomo Hyaku Yosai Henubeshi. Nous sommes bien dans le continent du Sud où la vie humaine devrait dépasser les 100 ans. Et cette première remarque est donc le continent du Sud. Vous savez que dans la cosmologie bouddhique indienne, parce que ça concerne l'Inde avant tout, il y a 4 continents, chacune d'une forme différente. Le continent du Sud, Nanshu, n'est-ce pas, Minami-no-shu, c'est le Jambudvipa qu'on a translittéré plutôt en sino-japonais Mbudai, le continent des grenades, et qui est un continent de forme triangulaire, exactement comme le sous-continent indien, n'est-ce pas. Donc le Jambudvipa, qui désigne le monde humain, le monde que nous habitons, était à l'origine l'Inde. Mais évidemment, avec l'essor du bouddhisme, le Jambudvipa c'est peu à peu élargi. Et n'oubliez pas que, par exemple, dans le tibétain, dans le vocabulaire tibétain communiste, n'est-ce pas, le monde, l'équivalent de Sekai, a été traduit par Zamling en tibétain, qui veut dire justement Jambudvipa, si bien que la célèbre devise maoïste, enfin, qui est reprise par Mao, le prolétaire de tous les pays, unissez-vous, qu'on voyait partout lors de la révolution culturelle, et c'était en tibétain, prolétaire du Jambudvipa, unissez-vous, ce qui était un détournement assez intéressant de la vision bouddhique. D'ailleurs, cette première remarque est appuyée aussitôt après, toujours pour désigner le Shimabara, par l'emploi du composé Ojo, qui veut dire la cité royale, et qui est soit la capitale de Indra, n'est-ce pas, le roi des dieux, soit plus probablement le Oshajo, c'est-à-dire ce que j'ai traduit par la cité de Bois le roi, là où la cité de Maison le roi plutôt, où le Bouddha Shakyamuni prêche le sutra du lotus. Donc vous voyez toujours ces espèces de petites allusions bouddhiques dont Saikaku parsème son texte. Et d'ailleurs, il y a d'autres allusions. Il y en a une aussi qui est assez intéressante ici. Non, je ne voulais pas donner. Mais bon, j'y passerai. Justement, dans la phrase où cette cité est mentionnée, donc, comme il sied aux mœurs de la cité royale, pas un cri ne s'élevait de ces milliers de badauds. Dans le silence, n'est-ce pas, c'est une espèce de rappel très discret à la prédication du Bouddha, où le Bouddha est attendu. Là, il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui attendent la prédication du Bouddha, mais ils font silence pour l'écouter. Donc, par tous ces petits rappels, nous sommes insensiblement menés aux 2 derniers chapitres du dernier livre, avec le tout dernier chapitre qui dévoilera le propos ultime de Saikaku. Le 4e chapitre, donc, a encore un titre difficile à rendre, d'autant plus que l'on doit se demander si la graphie aberrante du dernier terme est intentionnelle ou erronée. Nous choisirons la première solution, mais qui est plus probable. Donc, on peut le traduire, c'est Arumade Bijin Shugyo, pèlerinage obsessionnel jusqu'à retrouver la belle, ou les belles. Enfin, ici, vous verrez que c'est la belle.
Si le début en est passablement complexe, et si la narration principale est retardée par ces digressions vestimentaires à la Bret Easton Ellis, dont Saikaku est le secret, nous allons voir le récit se transformer en quête obsessionnelle, le shugyo du titre justement, qui phonétiquement se réfère à la pratique bouddhique aussi, à partir d'un personnage déjà évoqué dans un autre chapitre. Le procédé de reprise des mêmes noms, dans le chapitre précédent celui-ci, par exemple le 3, nous avons revu une Izutsu, celle-là même qui avait été auparavant l'obsessionnelle persécutrice de son amant effrayé. Mais est-ce bien la même? Nul moyen de le savoir. De même ici. C'est courant chez Saikaku, donc. La cause principale en était que ce procédé était appliqué dans la réalité même, puisque les genjina, vous savez, les noms de guerre des courtisanes, étaient transférés indéfiniment à l'intérieur d'un même kodoa, voire d'un même établissement. C'est pourquoi on l'accompagne souvent d'ailleurs du nom de la maison de rendez-vous pour éviter les méprises, parce que sinon vous en auriez beaucoup avec le même surnom. Et une fois que celle qui en avait été affublée avait quitté le monde flottant et repris son identité première, si tant est qu'elle en ait une, parce que n'oubliez pas que les gens modestes de l'époque n'avaient que leur nom personnel pour toute identité. On n'avait qu'un nom et puis une précision topographique. Donc le genjina est repris par une autre. Et le même phénomène s'étend à l'ensemble des quartiers de plaisir de tout le Japon, ce qui laisse beaucoup de place à l'ambiguïté, bien sûr. Mais toujours est-il que nous avons ici de nouveau sous les yeux une ravageuse, une Keisei, du nom de Yoshino, celle dont nous avons vu l'effigie adorée des années durant par le mannequin, n'est-ce pas, adoré des années durant par un ermite éperdu d'amour, avant que la jeune Komurasaki ne vienne le sauver. Ce n'est pas le même personnage, sans doute, mais le récit précédent laissait une certaine marge qui pouvait être utilisée pour insérer cet épisode de façon chronologiquement possible. Dans ce chapitre, le gaillard envoûté a nom Tsuda. Il est tout aussi amoureux de cet étaïr que l'était son malheureux soupirant de l'histoire précédente. Celle-ci au moins finit par se laisser amadouer, et au terme d'une longue cour faite selon le protocole, dont voici la dernière phrase. Il s'excuse auprès de l'étaïr d'avoir été un peu pressant. « Il est vrai qu'en ce premier jour, je savais par avance que je ne devais voir que votre visage, mais si je me suis permis cette invitation pressante, c'est que je m'inquiétais de ce que votre attitude ne présageât la même chose pour demain. » Donc il n'était pas sûr de la retrouver. « Voilà pourquoi je vous ai empêché de partir en toute inconscience. Veuillez m'en excuser. Tada Gomen. » Et la promesse tant attendue tombe de ses lèvres. « Asua Ohayo to bakari. » Venez tôt demain. Ce furent ses seules paroles. Et là c'est très amusant. Elle s'en retourne, n'est-ce pas? Elle s'appelle Yoshino. Donc, Yoshino no Natsuyama Miezu. Elle disparut comme en était la montagne du même nom. Les actes mystérieux de la Yoshino sont soulignés par un trait d'humour. Donc, les collines de Yoshino disparaissent en été, non pas parce qu'elles disparaissent physiquement, mais parce qu'on ne les regarde plus. Les fleurs de cerisier épanouies qui font tout leur attrait ayant disparu. Alors la suite et la fin de cet épisode est démoralisante. L'amoureux transi, non vede l'ora, comme diraient les Italiens, n'est-ce pas? Il attend l'heure fatidique de la rencontre avec une grande impatience et rentré chez lui, il se mit en route tôt le lendemain. Devant sa persistance, la courtisane, émue par ses derniers propos de la veille, l'accueillit volontiers dans sa couche et fit rapprocher leurs oreillers. Ils en vinrent ainsi à se rencontrer par 5 ou 7 fois. Il était d'un savoir-faire, n'est-ce pas, monoshi, c'est quelqu'un qui est habitué du quartier, si exceptionnel dans l'histoire du quartier réservé que l'étaïr finit par se donner entièrement à lui. Mio makase kuru, c'est-à-dire qu'elle lui confie sa charge matérielle, n'est-ce pas? Donc de prendre soin de son vestiaire, de toute sa vie sociale, etc., ce qui est un cadeau un peu lourd pour certains. C'est un ultime abandon, donc, qui implique aussi une prise en charge de la part de l'homme
qui ne l'entend pas de cette oreille. Et vous voyez encore la muflerie de Saikaku, enfin, que Saikaku attribue à certains protagonistes de ses romans. Alors qu'hier encore, lui dit-il, je pleurais votre départ, voilà à présent que vous vous montrez d'une câlinerie, de bita-bita, ça veut dire quelqu'un qui se colle, n'est-ce pas, un pot de colle, vous vous montrez d'une câlinerie insupportable. Dormez donc toute seule. Soleni shitori oyore. Oyore est un mot assez amusant, ça vient de oyoru, n'est-ce pas, la nuit, la bonne nuit, et puis qu'on a transformé en verbe, donc oyoru, passer une bonne nuit. Passer une bonne nuit toute seule. Il se leva et partit. Ce retournement est classique, mais apparaissant à ce point du roman, dont nous pensons avoir démontré, et nous pouvons donc admettre qu'il s'inscrit dans un cadre général d'inspiration bouddhique, quelle qu'elle soit, n'est-ce pas, c'est-à-dire, même si c'est ironique, il représente en conséquence le dégoût de ce monde et le premier pas dans la pratique qui mènera à la délivrance. Et la dernière partie du chapitre décrit justement ce grand départ, comme le Bouddha, le grand départ du Bouddha, le shukke, n'est-ce pas, quitter la famille, la maison, décrit ce grand départ de façon paradoxale, puisque l'insatisfaction ne mène pas au renoncement, mais à l'idée selon laquelle ce que l'on recherche doit être ailleurs. Je vous cite ici, tel qui avait mené à son gré cette vie de plaisir, n'y avait rien trouvé d'extraordinaire. Bien qu'il eût fait le tour complet des étahirs, il y avait toujours eu un je ne sais quoi qui laissait à désirer. Skoshi no omoido ga ari, wa ari. Et si les beautés se trouvaient parmi les ingénus, se dit-il, ji-onna qui veut dire les femmes du terroir, et en même temps les femmes de base, n'est-ce pas, c'est-à-dire qui ne sont pas remaniées par le quartier des plaisirs, donc qui ne sont pas encore dépravées. Faisons le tour des provinces et renonçons aux quartiers réservés, les Hiromachi. Ils s'étaient munis de compagnons de même esprit, et pendant une année de rêve, ils avaient visité chaque village, parcouru chaque sentier de montagne en leur circuit, mais nulle belle n'avait su remporter leur suffrage. Korewa toumou sugatamo naku. Évidemment, toujours en groupe, n'oubliez pas, on n'est jamais tout seul dans ce monde. Déçus, donc, les membres du petit groupe vont de plus en plus loin vers le nord, vers Matsumae, vers le Hokkaido, donc, puisque Matsumae, ce qui est l'actuelle ville de Fukuyama, en est l'entrée à cette époque. Nous sommes désormais, pour les Japonais de cette époque-là, aux limites du monde connu. Et dans ce domaine étrange, ils font des découvertes bizarres. Ça commence à peu près, vous voyez, vers la moitié de la première ligne, Fumoto. Ils montaient toujours, contemplant au loin le pied de la montagne. Lorsqu'il leur sembla vaguement que des glycines, donc encore une fois nous sommes dans la couleur Murasaki, s'étaient épanouies en plein hiver. C'était un double sachet parfumé à mettre dans les manches, aux effluves affaiblis et aux somptueux glands défraîchis, qui devaient être enfouis là depuis longtemps au milieu des feuilles mortes. Il trouve donc sur le sentier, enfin ce n'est même pas un sentier, il trouve cet élément de l'accessoire des courtisanes de haut rang, n'est-ce pas, qui sont ces petits sachets parfumés qui étaient reliés par une corde et que l'on mettait dans les deux manches qui passaient par le dos, n'est-ce pas. Surpris, ils s'approchèrent tous trois. Serait-ce quelque amadriade, une fée de la végétation, Eso Fuboku no Seide, un mot très, très compliqué, donc qui fait ressortir le côté comique et ils aperçurent alors une inscription vers le temple de bonne lumière, le Zenkoji de Usu. Le temple existe vraiment. Il est réputé avoir été fondé par Ennin en 826, restauré par le Bakufu en 1613, donc relativement récemment, et il est devenu par la suite l'un des temples officiels du Hokkaido. Nous n'avons pas à nous y attarder car c'est la mystérieuse présence révélée par un élégant élément de toilette oublié sur le chemin qui importe ici. Et la voie Michi qui est montrée, vous voyez, Usu Zenkoji no Michi.
Je n'insiste pas sur le caractère comique de Usu, le mortier dans lequel on pilonne le riz glutineux, par exemple. Et puis Usu est le nom, le toponyme, écrit avec d'autres caractères, de l'endroit où se trouve le Zenkoji du Hokkaido, n'est-ce pas? N'oubliez pas qu'il y a le Zenkoji de Nagano, qui est le grand Zenkoji, où l'on va même tirer par les bœufs, n'est-ce pas, dit le proverbe. Donc, pourquoi laisser passer cette occasion? Ils continuèrent de monter avec curiosité à travers les herbes, jusqu'à une chapelle au toit de chaume. Vous avez le Warabuki no Do, n'est-ce pas? Il ne s'y trouvait, donc c'est encore un ermitage, il ne s'y trouvait qu'une statue de Bouddha, mais nul bonze pour s'occuper des offrandes d'encens et de fleurs. Ils firent le tour de l'endroit, et sur la terrasse du sud se trouvait une femme à l'allure de la capitale, Kamigatafu, donc du Kansai, aux manches encore fragrantes. Elle avait si magnifique apparence qu'ils eurent quelques doutes et l'observèrent attentivement, mais rien n'indiquait qu'elle ne fût point humaine. C'est encore une fois le motif de la beauté cachée dans un endroit sauvage, qui suscite aussitôt, non sans quelque raison, le soupçon du surnaturel, qui sera vite confirmé d'ailleurs. La beauté révèle qu'elle était camériste, au Kurua de Osaka, mais qu'une nuit où un incendie avait éclaté dans son établissement, dit-elle, un personnage au nez invraisemblablement long, c'est le paragraphe de gauche, Kemuri no Utsuru Kazegumo no Sora yori Sugurete Hana no Takaku, n'est-ce pas? Un personnage au nez invraisemblablement long, couvert de plumes, surgit du ciel où s'affrontaient nuages et fumées et s'empara de moi. À demi inconsciente, je fus transporté ici pour devenir la concubine d'un ascète des montagnes, Yamabushi. Je jure, ces personnages très interlopes dans la société japonaise de l'époque, magicien, rôdeur, malandrin et surtout homme qui essaye d'échapper à pour une raison ou une autre, à des dettes, à une vengeance, à une poursuite de vengeance, et aussi lorsqu'ils sont en rupture de ban avec leur seigneur, n'est-ce pas? On prend cette tenue de Yamabushi qui sont des pèlerins, donc qui ont le droit de se déplacer. Je me suis habitué à mon sort, et au fil des jours, j'ai fini par oublier les maisons nocturnes. Kinsaku, la petite camériste de ce temps-là, c'était moi. Toujours dans référence à des personnages réels. Ainsi, la petite camériste est devenue, à son corps défendant, la concubine d'un Yamabushi qui a allure de Tengu, n'est-ce pas? Hanatakaki, ce sont donc des créatures surnaturelles. Mais lorsque les pèlerins eurent expliqué les raisons de leur exploration et leur déception à ne pas avoir trouvé les femmes vraiment belles qu'ils recherchaient, elle les détrompe et les ramène à la réalité. Ono ono kokoro e ashiku. C'est que vous avez été tous bien mal renseignés et que vous ignorez les endroits où se trouvent les femmes illustres. Meijo, voici un répertoire des beautés que j'ai pu rencontrer dans les diverses provinces au cours de mes voyages en char aérien. Fusha, son Yamabushi magicien la promenait en char aérien, littéralement en char des vents, voiture des vents, ce qui est encore une allusion. Nous n'avons pas vu ce passage, mais dans ce même roman, un peu plus haut, il y a le Senri Hisha, n'est-ce pas, le char volant de 1000 lieues, et tout cela a son origine dans le Taketori Monogatari du Xe siècle, n'est-ce pas, où vous vous souvenez, la princesse Kaguya-hime, à la fin du récit, monte dans le Tobukuruma, le char volant que lui envoie son père, qui est le seigneur de la Lune. La première mention, semble-t-il, d'un vaisseau spatial dans la littérature mondiale, après l'histoire authentique de Lucien. Donc, c'est un passage assez célèbre pour cette raison dans le milieu de la science-fiction et de l'histoire des sciences.
Donc, nous avons encore ici, vous voyez, un répertoire des beautés, donc Bijin no Kakitsuke. Donc, c'est encore une transmission de documents secrets. C'est une recette narrative d'un Saikaku dans ce livre. Ça fait au moins 6 fois qu'il en parle, n'est-ce pas? Et cette fois encore, le caractère surnaturel de la rencontre est souligné. Elle leur remit un papier plié et disparut en un instant. On n'entendit plus que la plainte du vent dans les bosquets de cryptomères, les sugi. Pris de terreur, ils se hâtèrent de quitter la montagne. Arrivés à une falaise dépourvue d'herbe, ils s'assirent pour regarder la liste et qui était intitulée « Les plus belles figures de ce temps, Todai no Utsukushi Sugata ». Après l'avoir consulté, la conclusion était claire. Il leur fut ainsi révélé Tokudo shite. Vous voyez que c'est à la dernière ligne, ce sont les troisième et quatrième caractères de la dernière ligne. J'attire votre attention là-dessus, vous comprenez pour vous. Il leur fut ainsi révélé qu'ils ne trouveraient pas de beauté hors des courtisanes. Et, à ce que l'on raconte, ils regagnèrent les maisons de rendez-vous. C'était un pèlerinage qui n'avait servi à rien. C'est vraiment dans les quartiers de plaisir qu'est la véritable beauté. Si l'on considère cet épisode à l'échelle du roman, il en constitue véritablement la conclusion concernant, pourrions-nous dire, le plan extérieur, celui qui touche le monde flottant et ses habitantes, le thème central du livre, qui est l'objet même des préoccupations du protagoniste. Et n'oubliez pas que l'objet, c'est aussi N, le lien. Je vous ai dit que dans la psychologie bouddhique, le N, c'est la prise pour objet, la pensée, la conscience prend pour objet quelque chose, par exemple, enjiki, n'est-ce pas? Ironi enzu, elle s'attache, elle se connecte en quelque sorte à la forme sensuelle. Donc, pour qui s'est consacré à la voie de la sensualité, le shikido, nul salut en dehors du village de la couleur, Hirosato. Le caractère final de cette révélation est bien exprimé par la locution que nous avons traduite ici par « il leur fut ainsi révélé ». Ce n'est rien moins que le composé tokudo, tokudosu, qui signifie littéralement michi-o u, n'est-ce pas, c'est-à-dire obtenir la voie, c'est-à-dire obtenir l'éveil de Bouddha. Il désigne l'arrivée au terme ultime des pratiques du religieux bouddhique, rien d'autre donc que l'obtention de l'état de Bouddha lui-même, n'est-ce pas? C'est l'ultime phrase qui correspond parfaitement au programme qu'annonçait le titre de Ingakyo, le sutra des causes et des effets du premier chapitre, puisque ce sutra est à l'origine décrit la vie du Bouddha, vous voyez, Tokudo. On voit ainsi que rien n'est laissé au hasard dans cette narration d'apparence si décousue. Et il nous reste à voir comment le récit procède jusqu'à l'apothéose finale. Alors je vous donne ici l'illustration vous voyez le petit groupe des 3 pèlerins du plaisir qui découvrent cette mystérieuse kidnappée, n'est-ce pas, et qui elle-même maintenant a des pouvoirs tout à fait peu communs. Et nous passons à la dernière. Alors, à l'apothéose finale, donc, celle-ci se déploie de façon grandiose et parodique à la fois, sous le titre prometteur de « La grande renaissance se fait sur le piédestal des formes féminines », Joshiki no Utena, et la grande renaissance d'Aiojo. Ce chapitre est un petit chef-d'œuvre, d'une dérision qui ne manque pas de profondeur. Il est à l'évidence un développement de l'obtention de l'éveil évoqué à la fin du chapitre précédent. Cette fois, le chapitre est parfaitement cohérent, centré de façon presque ironique sur le protagoniste, l'Arlésienne, n'est-ce pas, continuellement absent depuis sa brève apparition au premier chapitre du premier livre, le fameux Yoden. Le chapitre commence par le résumé de la vie de Yoden, depuis que nous l'avons rencontré lorsqu'il s'engageait dans la voie. 20 années de rêve s'étaient écoulées au gré des plaisirs de ce monde flottant. Il avait, sans en omettre aucun, fait le tour des lieux de plaisir de ce règne et se trouvait à présent au quartier de Naniwa, à Osaka donc, le Shinmachi, dont la splendeur des établissements nocturnes ne se pouvait comparer à nul autre, de près ou de loin. Vous voyez, plus de 20 ans, dit le texte. On va le voir tout à l'heure, Yoden a maintenant plus de 30 ans, il a 33 ans.
ça va être annoncé plus bas. Et vous vous souvenez que ses parents adoptifs étaient morts lorsqu'il avait 14 ans. Donc, de 14 à 33, ça fait à peu près 20 ans selon le décompte. Ça fait 20 ans selon le décompte japonais. Donc, et Saikaku se livre pour lui à une sorte d'examen de conscience. Celui dont la rumeur, c'est le deuxième paragraphe, oui, Oya Yonosuke Yori, ensuite on passe au deuxième paragraphe, Shikido no Nidai Otoko. Celui dont la rumeur publique avait fait, après son père Yonosuke, le second homme dans la voie du plaisir, n'avait jamais rien fait d'autre. Il avait fait montre jusqu'à présent d'une effrayante obstination pour les courtisanes dont il s'entichait. Il les faisait pleurer à chaudes larmes par ses impitoyables reproches, les obligeait à rester debout, immobiles et nus les nuits d'hiver. Suit ensuite quelques sévices qui sont beaucoup plus financiers cette fois et donc sans doute beaucoup plus graves dans l'esprit de Saikaku, n'est-ce pas, que je ne donne pas ici. Pour protester de leur amour, elle lui écrivait chaque jour par exprès, mais lui oubliait tout sentiment, ignorait la compassion, aware o shirazu, ne faisait que provoquer le chagrin par ses ruses impossibles. Il était devenu en son âme un monstre de rouerie, kokoro wa sui no oni to natte, ne s'émouvant plus des cœurs qui brûlaient pour lui. Suite une série de descriptions assez horribles de ce que font les femmes pour lui, n'est-ce pas? Les ongles arrachés volontairement par ses amantes en gage d'amour, les chevelures coupées de celles qu'il avait obligées à quitter le monde flottant, les lettres écrites au sang, les phalangettes coupées, vous savez, qui sont un signe de sincérité, une pratique qui se trouve encore chez les Yakuza. Alors, des horribles détails, les phalangettes coupées dont il avait fait un rosaire de 108 grains. Donc il a fait un chapelet de phalanges coupées. Ces descriptions sont brodées de références bouddhiques, et notamment aux enfers, et elles poursuivent donc des thèmes vus précédemment. Arrivé donc à l'âge de 33 ans, le 15 du troisième mois, il décide de réaliser la grande renaissance, Daiojo Kiwamekeru, afin de montrer aux noceurs de ce monde, Yo no Ukademono ni, qu'il y a une limite à tout. Mono no kagiri o shirashimen ga tame nari. On devrait donc s'attendre à quelque chose comme une contrition, un zange de la part du personnage. Mais Saikaku évoque ici encore l'autorité de Fujimoto Kizan, n'est-ce pas, l'auteur du grand miroir de la voie de la sensualité, le Shikido Okagami, qui prévient, de cette citation ici, si l'on ne sait pas s'arrêter avant 40 ans, on menace de sombrer dans l'abîme des emprunts usuraires. Agesen no fuchi ni shizumu koto. Mano mae nari, ça nous pend au nez, n'est-ce pas? Donc, plus que le regret, le awade, n'est-ce pas, la compassion à l'égard du mal qu'il a fait, du mal moral qu'il a fait, c'est pour ne pas tomber dans l'enfer des prêts usuraires qu'il se suicide. Mais donc, l'issue choisie donc, pour éviter la gêne est plutôt implacable. C'est ce dernier. Yoden, averti par un rêve miraculeux, se résolut au départ, sans province précise de destination. Pour la voie qu'il avait souhaitée, le Negai no Michi, n'est-ce pas, la voie de son vœu, les miscantes d'Aruno bourgeonnaient quand il alluma un feu, alors voilà, dans une plaine de roseaux brûlés. Il entassa les lettres artificieuses de toute une vie, Ichidai no Yarikuri no Fumi, donc ces lettres qui ne veulent rien dire, ces lettres de pseudo-amoureuses, de pseudo-amants, il en fait un bûcher, et les mains jointes dans la fumée, aborda comme en dormant sa dernière heure, Nemureru Yoni Rinju no Toki. Donc il se brûle, il se sacrifie en se brûlant lui-même dans ses lettres d'amour, mais en même temps comme s'il s'endormait. Alors évidemment,
il y a des reflets du Genji Monogatari. Vous vous souvenez de la scène du chapitre 40 et 41, à la mort de Waka Murasaki, de Murasaki no Ue, n'est-ce pas, le Genji brûle ses lettres, et il y a tout un détachement matériel du monde qui est décrit dans le Genji à ce moment-là. C'est la parodie qu'en fait ici Saikaku. Et c'est alors que se déploie la vision grandiose qui clôt le livre, n'est-ce pas? C'est le paragraphe 2 ici. À ce moment, se déployèrent du milieu du ciel, comme dans les sutras bouddhiques, n'est-ce pas? Se déployèrent du milieu du ciel des nuées de 5 couleurs, les goshiki que nous avons déjà vus et qui caractérisent le paradis d'Amida et qui marquent la venue d'Amida. Des doublons de monnaie donc, tombèrent en pétales de fleurs. Là, ce ne sont pas les pétales de fleurs, les sanguets des sutras bouddhiques, mais c'est de l'argent. Les graines qu'il avait semées au fil de sa vie, tous les doublons qu'il avait dépensés, n'est-ce pas, qui reviennent donc en plus abondants. Les Étahirs qui avaient quitté le monde avant lui, et c'est là que commence le chapitre, n'est-ce pas, les Étahirs qui avaient quitté le monde avant lui, voulant en cette occasion le remercier pour toutes ces années, apparurent métamorphosés en bodhisattva. Vous voyez, alors ça c'est vraiment le mitate. Nous avons des illustrations, par exemple, de grandes courtisanes de l'époque qui apparaissent comme le bodhisattva Fugen Bosatsu, sur un éléphant avec tous les ornements vestimentaires et corporels de bodhisattva. C'est exactement la même chose ici. Apparurent métamorphosés en bodhisattva, portés sur leur coussinet à 8 feuilles. Alors, ce sont les allusions au lotus à 8 feuilles occupées chacune par une entité bouddhique dans les mandalas et dans les représentations de la terre pure aussi. Et ce sont aussi les lotus sur lesquels renaissent les dévots du Bouddha Amida dans l'étang qui est au pied du Bouddha Amida dans sa terre pure. Certaines jouaient des morceaux d'accompagnement à la cithare ou des ballades à la mandore. D'autres tenaient des coupelles d'or ou des chaufferettes à vin en argent, des plateaux de gâteaux de cette matière précieuse, des fioles de précieux parfums en céladon, des rameaux d'épingles à cheveux. Toutes avaient le corps rayonnant de lumière. Même les remorqueuses, encore une fois, les hikifune, n'est-ce pas, se manifestaient pour les remorquer vers l'autre rive. Alors évidemment, toute cette description est la description encore décalée, hein, puisque vous voyez, il y a des chaufferettes à vin et pas des encensoirs, n'est-ce pas? Mais c'est une représentation décalée du cortège du Bouddha Amida avec ses 25 bodhisattvas qui descend vers le mourant lorsque le mourant, à la fin de sa vie, meurt en bonne pensée. Rinju, n'est-ce pas? C'est le mot que nous avons vu tout à l'heure, aborda comme en dormant sa dernière heure, Nemureru Yoni, Rinju no Toki. Rinju est un terme technique, donc c'est la mort, c'est l'article de la mort, et tout ce qui est très important, c'est que l'on meurt alors de mourir en bonne pensée, c'est-à-dire en pensant en se remettant au Bouddha Amida et sans avoir peur surtout, en étant confiant en lui. Et c'est donc bien ce qui se produit, il meurt correctement, disons, et vient l'apothéose, la renaissance en la terre pure, qui est ici, alors c'est le décalage suprême, qui est le salon de réception, n'est-ce pas, le Dainikai, qui est au premier étage d'une maison de rendez-vous des Ageya. Donc ce sont ces grands salons dont on voit encore la trace dans certains grands établissements japonais maintenant, n'est-ce pas, où vous pouviez être à des dizaines de convives. Et donc c'est le salon de réception d'une maison de rendez-vous cosmique. Il monta un escalier à tiroirs orné de matières précieuses pour accéder à un immense premier étage ouvert aux quatre orients, d'où son regard embrassait les ravageuses du monde entier. Et le suicide par le feu, donc, le mène à l'ultime félicité. Je cite encore. Contempler ainsi les Étahirs, toutes réunies en une seule réception, en une seule séance, Ichiza, n'est-ce pas,
eût été bien impossible dans la vie antérieure, Maenoyo. Voilà le mérite et l'avantage de la mort. Plus de réclamation d'argent, plus de soucis pour les 5 grandes fêtes, puisque le patron, le mécène pour les 5 grandes fêtes de l'année devait changer complètement la garde-robe de la courtisane, n'est-ce pas, et lui donner de l'argent en plus. Et pour tenir son rang, cela obligeait ceux qui n'avaient pas la fortune nécessaire à s'endetter de façon monstrueuse au détriment de leur famille et de leur commerce. Et donc, plus de soucis pour les 5 grandes fêtes et un excellent accueil de perpétuelle présence et disposition. C'est le paradis. Et l'ultime et benoîte sentence, n'est-ce pas? Le bonheur de finir dans un lit pieusement orienté, la tête au nord, le visage tourné vers l'ouest, Zuhoku Saimen no Rakutoko. Vous savez que c'est donc la bonne façon de se disposer pour mourir. Parfois aussi, on peut essayer de se mettre en position de prière, de méditation, et même lorsqu'on est couché, avec justement 5 fils, n'est-ce pas, de couleurs différentes, les goshiki dont je vous parlais, que l'on tient entre ses mains jointes et qui sont reliés aux mains de la statue du Bouddha Amida qui est la plus proche. Donc on se relie de façon tout à fait concrète et métaphorique à la fois. On crée un lien, encore une fois, un N avec le Bouddha Amida de cette façon. Donc voilà, le bonheur de finir dans un lit pieusement orienté, la tête au nord, le visage tourné vers l'ouest, est tout bonnement infini. Kagiri o shirazu. Et vous voyez que c'est encore une réponse au Kagiri, mono no kagiri o shirashimen, n'est-ce pas? Pour faire prendre conscience des limites qu'il y a en toute chose dans ce monde, ici, il n'y a plus de limites. Telle est donc la fin étonnante de ce roman étonnant de Saikaku. Toujours entre transposition, le mitate, n'est-ce pas, et la dérision. Toujours prêt à recourir à l'arsenal des notions et du vocabulaire du bouddhisme, sans que l'on comprenne véritablement s'il agit ainsi pour mieux en démontrer l'inanité, ou s'il entre vraiment un sentiment de compassion, de aware, à l'égard de ces personnages. Il appartiendra à notre propre conclusion à nous de trouver, s'il est possible, une cohésion dans ce texte complexe, et cela se fera, je l'espère, la semaine prochaine, et je vous remercie pour aujourd'hui.